Salut, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast d'oncologie du tutorat des externes. Nous allons parler des tumeurs de l'estomac, item numéro 303, issu du polycopier des objectifs de connaissances en hépatogastro-entérologie pour le deuxième cycle des études médicales et du Medline de cancérologie 3e édition, actualisé R2C. Tout d'abord, je vous invite à consulter en parallèle la fiche du tutorat des externes concernant cet item qui reprend tous les points essentiels. Lien en description ou sur la page Instagram du tutorat des externes de Limoges. Comme pour chaque cancer, on va commencer par un point épidémiologique. Le cancer de l'estomac est le 5e cancer le plus fréquent dans le monde. Malgré une incidence en baisse, la mortalité par cancer de l'estomac reste élevée, avec une prédominance masculine et un âge moyen de 70 ans. En dépit des progrès thérapeutiques, l'espérance de vie à 5 ans est de moins de 30%. À défaut d'un dépistage de masse, il faut s'attacher à apporter un diagnostic précoce. Il existe 4 types anatomopathologiques de tumeurs malignes de l'estomac. La plus fréquente est l'adénocarcinome qui peut être localisé en proximal au niveau du cardia ou du corps de l'estomac, ou être localisé en distal à l'antre pylorique. Les 3 autres types histologiques sont plus rares mais associés à un pronostic plus favorable avec les tumeurs endocrines, les lymphomes du Malte pour Mucosae Associated Lymphoid Tissue et les tumeurs stromales, les GIST pour Gastro-Intestinal Stromal Tumor. Concernant les facteurs de risque, les facteurs de risque des tumeurs de l'estomac peuvent être séparés en 2 catégories, les facteurs de risque externes ou les facteurs de risque internes à l'individu. Concernant les facteurs de risque internes à l'individu, nous retrouvons les antécédents chirurgicaux de chirurgie bariatrique avec la gastrectomie partielle. Le mécanisme étant lié au reflux chronique de liquide digestif dans le moignon gastrique. Le risque de survenue de cancer augmente donc fortement avec le temps. Dans la même optique d'agression chronique, les autres facteurs de risque internes sont l'ulcère gastrique et la gastrite atrophique auto-immune, dit la maladie de Birmer. À noter également que les tumeurs de l'estomac font partie du spectre dit étendu ou large du syndrome de Lynch avec, pour rappel, le cancer des voies biliaires, les cancers cutanés, ovariens ou le glioblastome. Mais il existe d'autres prédispositions génétiques, avec la polypose adénomateuse familiale et les cancers gastriques diffus héréditaires. Toutes ces anomalies génétiques nécessitent un diagnostic présymptomatique chez les apparentés et également une surveillance endoscopique gastrique régulière. Concernant les facteurs de risque externes, les facteurs de risque externes à l'individu regroupent les risques infectieux avec l'infection virale à EBV, virus de l'Epstein-Barr, ou bactérien à Helicobacter pylori. Ce dernier fera l'objet d'une description plus détaillée. Enfin, le tabac est présent comme un facteur de risque du cancer de l'estomac. Concernant le diagnostic du cancer de l'estomac est suspecté sur un faisceau d'arguments cliniques. Celui-ci est confirmé par de l'imagerie. Les symptômes sont variés et varient en fonction du siège de la tumeur. Une atteinte du cardia pourra par exemple se traduire par une dysphagie ou des régurgitations. L'atteinte du corps par des douleurs épigastriques aspécifiques. L'atteinte de l'antre pylorique par un syndrome occlusif haut avec vomissement alimentaire et absence de niveau hydroaérique. Toutes ces atteintes peuvent également présenter des hémorragies digestives et d'autres signes généraux tels que l'asthénie anorexia maigrissement, des thromboses veineuses profondes ou d'autres atteintes paranéoplasiques évoluées telles que de l'ascite ou des organomégalies. Il n'est donc pas rare d'initier les recherches dans le contexte d'un simple bilan d'anémie ferriprive avec un examen physique totalement normal. Pour autant, il n'existe pas d'examen biologique utile au diagnostic positif. Ces derniers ne servent qu'à évaluer le retentissement de la maladie avec la prescription d'une NFS pour déterminer la profondeur de l'anémie et une albuminémie pour évaluer l'état nutritionnel. L'imagerie et les explorations endoscopiques sont indiquées pour poser le diagnostic de certitude et réaliser le bilan d'extension. L'endoscopie œsogastro-duodénale avec biopsie est l'examen indispensable au diagnostic. Il précise le siège et la description macroscopique de la lésion. L'endoscopie est couplée au scanner thoraco-abdominopelvien avec et sans injection pour préciser l'extension pariétale et réaliser le bilan d'extension de façon systématique. Note aux auditeurs de ne pas oublier d'évaluer la fonction rénale avec une créatininémie avant toute injection de produits de contraste. Les autres examens, célio ou laparoscopie, scanner cérébral ou scintigraphie, sont à réaliser sur point d'appel. Nous allons à présent revenir sur l'infection à Helicobacter pylori.
Il s'agit d'un bacille à gram négatif de transmission oro-orale, souvent intrafamiliale. Seulement 1 à 3% des patients infectés développeront un cancer gastrique. L'infection n'est donc pas suffisante à elle seule pour induire un cancer. Elle provoque en revanche une infection chronique de la muqueuse gastrique associée à une réaction inflammatoire, induisant une gastrite chronique atrophique qui est un état précancéreux. S'ensuit un état de métaplasie, puis de dysplasie. Cette infection est responsable de 65 à 80% des adénocarcinomes de l'estomac. L'infection à Helicobacter pylori est donc toujours à rechercher chez les patients porteurs d'un adénocarcinome gastrique, mais également chez tous les apparentés au premier degré. Le diagnostic habituel repose sur l'endoscopie avec biopsie, mais chez les patients jeunes, sous 40 ans, le diagnostic peut se faire au test respiratoire à l'urée marqué au carbone 13 ou par sérologie à Helicobacter pylori. Le test respiratoire ELIKIT repose sur la capacité qu'a la bactérie à transformer l'urée en dioxyde de carbone et ammoniac. Le test consiste à faire ingérer de l'urée marquée au carbone 13, puis de mesurer le carbone 13 expiré sous forme de dioxyde de carbone marqué. Le traitement repose sur l'association d'antibiotiques avec un inhibiteur de pompe à protons. Il existe 2 stratégies, la quadrithérapie bismutée et le traitement concomitant. Ces 2 traitements doivent être essayés en alternance avant d'orienter vers un avis spécialisé. La quadrithérapie bismutée doit durer 10 jours d'une association de bismuth, de métronidazole, de tétracycline et d'oméprazole. Le traitement concomitant doit durer 14 jours d'une association d'amoxicilline, de métronidazole, de clarithromycine et d'ésoméprazole ou rabéprazole. Lorsqu'on dispose d'une étude de sensibilité aux antibiotiques, le traitement recommandé est une trithérapie guidée associant un inhibiteur de la pompe à protons et de 2 antibiotiques pendant 10 jours. Le contrôle de l'éradication est réalisé par un test respiratoire à l'urée 4 semaines après l'arrêt de l'antibiothérapie et au moins 2 semaines après l'arrêt de tout traitement par inhibiteur de pompe à protons. Il est fondamental d'insister sur l'observance du traitement auprès des patients. Dans les 2 stratégies, le traitement comprend entre 8 et 14 comprimés à prendre quotidiennement sur une longue période. Et ceci avec un risque d'échec qu'on ne peut connaître qu'à 1 mois après l'arrêt. C'est donc un traitement lourd et l'éducation thérapeutique est indispensable pour la réussite de l'éradication de cette infection. Hors traitement de l'Helicobacter pylori, les traitements des cancers de l'estomac ne font pas partie des objectifs de cet item. Nous arrivons à la fin de ce podcast du tutorat des externes. N'hésitez pas à nous faire des retours et à le partager si vous avez aimé. À très bientôt.